Bonjour, vous êtes sur Plan B. Vous pouvez retrouver nos contenus sur planb.info avec un S à plan. Aujourd'hui, je reçois Joseph Sournac, cofondateur du cabinet Sinon Virgule, spécialisé en redirection écologique. Bonjour Joseph. Bonjour. On va parler d'effondrement, mais sous un angle constructif et pragmatique, comme nous l'avons fait d'ailleurs il y a quelques semaines avec le professeur Joseph Tainter, avec son approche plutôt anthropologique. Aujourd'hui, nous allons en parler sous l'angle des assurances, un secteur qui prend le sujet de l'effondrement avec beaucoup de sérieux. D'ailleurs, c'est au début des années 2000, sous l'impulsion des assureurs, que le sujet du changement climatique a commencé à être pris au sérieux par le monde des affaires et par le monde économique. Et donc ce n'était plus qu'une préoccupation de scientifiques et d'écologistes, mais véritablement une préoccupation générale pour tout le monde, en termes de ne serait-ce continuité d'activité. Et donc c'est notamment le secteur des assurances qui avait été pionnier et lancé l'alerte. Tout simplement parce qu'ils voyaient le changement climatique se produire et chambouler les choses dès l'époque. Comme le disait en 2015 Henri de Castries, PDG d'AXA, premier assureur mondial quand même, un monde à plus de degrés pourrait encore être assurable, un monde à plus 4 degrés ne le serait certainement plus. Depuis, on se demande même si un monde à plus 2 degrés serait encore assurable, du moins autant qu'aujourd'hui. On est à plus 1,2 degrés et déjà des assureurs se désengagent de certaines zones qu'ils considèrent trop risquées, en Floride par exemple. Autre exemple, en Allemagne, après des inondations historiques il y a quelques années, les assureurs ont prévenu, si rien n'est fait pour limiter le réchauffement à plus de degrés, l'assurance ne serait plus possible, j'imagine, du tout ou en grande partie, sachant que l'affaire n'est pas linéaire et qu'il y a des effets de seuil. Si on va en parler avec toi, Joseph, c'est parce que ton cabinet a récemment publié une étude vraiment passionnante qui est disponible dans le domaine public sur le site de la Caisse des dépôts. Peut-on assurer un monde qui s'effondre? Je mets le lien dans la description. Étude vraiment très vivante, c'est plus qu'une étude, c'est une expérience immersive qui alterne entre des statistiques, des témoignages de spécialistes, de la fiction avec des personnages qu'on imagine dans un monde futur où le paysage climatique et le paysage des assurances a énormément changé. Vraiment, c'est passionnant. Ça alterne sur le fond, sur la forme, d'une page sur l'autre. Et voilà, j'ai une certaine expérience du conseil après bientôt 20 ans dans le domaine. Et vraiment, chapeau. C'est vraiment un travail de qualité qui a été commandé donc par la Caisse des dépôts, la Massif et la Maïf. Et c'est de ça dont tu vas nous parler. Peut-être pour commencer, Joseph, sur ce qui a généré la commande par ces assureurs et par la Caisse des dépôts, qu'est-ce qui a engendré de l'intérêt pour cette étude et ce sujet? Ouais, bonjour à tous et merci Cyrus pour l'invitation. En effet, pour raconter la genèse de ce projet, en fait, c'est venu d'un premier dialogue avec un assureur et on s'était posé la question avec lui des problématiques que la crise écologique soulevait dans son travail. Et puis petit à petit, en discutant, on s'est intéressé à cette question finalement de est-ce qu'on peut assurer un monde qui s'effondre? Et c'est sur cette promesse-là, sur cette question-là, qu'on est allé voir en fait différents acteurs de la place des assurances, du secteur des assurances. Et donc, il s'avère qu'en effet, c'est l'Institut pour la recherche de la Caisse des dépôts qui détient d'ailleurs en partie CNP Assurance, la Maïf et la Massif, qui ont accepté justement de se joindre à cette réflexion et de s'y intéresser pour justement explorer les collisions qui existent entre aujourd'hui leur activité traditionnelle et l'anthropocène d'autre part, et pour essayer de comprendre ce qui se passe un peu plus dans le détail et surtout explorer aussi des possibles reconfigurations de leur secteur. Donc c'est dans cette optique-là qu'elles ont tout accepté de suivre ce champ d'exploration, on va dire. Sans révéler des choses qui seraient confidentielles, est-ce que tes interlocuteurs au sein de ces institutions étaient plutôt déjà, entre guillemets, conscientisés sur le sujet? Est-ce que ils essayaient de faire passer le message en interne? Enfin voilà, je pose la question du niveau de, comment dire, de maturité sur ces sujets-là et de d'où ils partaient. Hmm. Alors, ces interlocuteurs qui sont déjà assez haut placés chez chacun de ces partenaires et qui ont en effet tous une maturité et une conscience aiguë
des problématiques que pose aujourd'hui la crise écologique de façon globale et aussi de façon plus appliquée à leur métier. Donc, pour eux, le travail d'avertissement est déjà fait. En fait, ce sont des personnes qui sont déjà extrêmement engagées Il n'y a pas besoin de dans convaincre ou cette quoi, logique-là. on part Il y a- déjà d'un bon point. Exactement. On part d'un bon point et on est sur des personnes donc engagées et qui ont envie aussi d'agir. Et c'est ça aussi qui a rassemblé, je pense, des acteurs qui sont traditionnellement assez engagés sur les questions sociales et aujourd'hui écologiques, donc Maïf Massif et Caisse des dépôts. C'est pas par hasard, je pense que c'est ces trois acteurs-là qui ont accepté de nous suivre dans cette réflexion. Et voilà, donc des interlocuteurs engagés, mais aussi des entreprises qui se distinguent sur le marché par aussi un positionnement et une conscience de ces enjeux. Ouais. Hmm. L'étude porte surtout sur l'assurance habitation, donc les immeubles. Je pense que c'est important de le préciser. On aurait pu aussi imaginer, ça aurait été une autre étude, l'assurance auto. Parce que certains assureurs se Ouais. disent, bah, tiens, dans le monde de demain, si la voiture individuelle n'a plus la même place, on pourrait aussi prendre sous un autre angle, si il n'y a que des véhicules autonomes ou que sais-je. Ou alors s'il n'y a plus assez de pétrole pour faire rouler autant de voitures. Bon, quid du devenir du marché de l'assurance auto? Mm. Là, il ne s'agit pas de ça, c'est vraiment l'assurance habitation et donc des risques, notamment physiques. Tu en cites quelques-uns hein, dans l'étude. Bon, je pense un qui m'habite particulièrement en ce moment parce qu'il est tellement énorme et concerne quasiment tous les Français. C'est le risque de retrait-gonflement des sols argileux, qui d'après le CEREMA concerne 10 millions de maisons individuelles déjà très exposées. Donc c'est Mm. concrètement les murs se fissurent quoi, du fait de Mm. la succession des épisodes de sécheresse puis pluie, donc les sols argileux se contractent puis se regonflent. Bon. Et c'est pas bon pour les murs, et ça va avoir un coût énorme. Les risques côtiers, évidemment, mais voilà, peut-être si tu nous fais d'abord un panorama de pourquoi le risque devient de plus en plus difficile à calculer. Ouais. Alors en effet, on s'est concentré en fait assez naturellement sur cette question de l'assurance et du risque habitation parce que c'est le plus visible, je pense, c'est le plus facile à conscientiser quand on parle d'aléas climatiques. Tu as parlé aussi de l'assurance voiture, mais on aurait pu aussi parler d'assurance santé, en fait, aussi tout simplement, de se dire aujourd'hui, la santé, la façon dont on l'assure va être aussi bouleversée par les conséquences de l'anthropocène, par la pollution, par la perte de biodiversité, etc. Donc, on aurait pu aussi faire un livret sur ce sujet-là, mais on s'est concentré donc sur les risques habitation et les risques physiques, en effet. Tu disais, oui, que ces risques vont être de plus en plus coûteux et aussi de plus en plus difficiles à prévoir. Et en effet, c'est un des plus gros enjeux, je pense, hein, des professions d'actuaires, notamment dans les compagnies d'assurance, c'est de se dire qu'aujourd'hui, leur métier est basé sur une analyse du passé pour extrapoler le futur. Donc, on ne va pas prendre un ensemble de données passées et se dire bah, comment est-ce que ça va se comporter dans le futur. Et aujourd'hui, le fait qu'on vit non pas dans un système qui s'accélère, mais on vit dans un nouveau système Terre, en fait, qui fonctionne différemment. Il ne fonctionne pas plus vite, il ne fonctionne pas pareil, il fonctionne juste différemment. Il y a une rupture de courbe, en fait. Et donc, l'extrapolation de données du passé, aujourd'hui, est devenue hyper compliquée, voire complètement impossible. Bon, ce n'est plus Et pertinent, quoi. c'est plus pertinent aujourd'hui d'avoir ce genre de technique. Donc, aujourd'hui, il y a une forme de réaction, hein, bien sûr, des actuaires qui vont quand même tenter d'injecter de plus en plus de données dans leur modèle, que ce soit davantage de données récoltées avec des moyens satellitaires, avec davantage d'intelligence artificielle. On va aussi ajouter des jeux de données issus de scénarios prospectifs, comme les scénarios SSP utilisés par le GIEC. On va aussi utiliser d'autres techniques statistiques basées notamment sur la théorie des valeurs extrêmes, etc. Donc, on va faire tout un paquet de choses, mais qui restent dans une logique qui est celle qu'on va être capable, ou en tout cas qu'on va essayer de comprendre exactement comment va se comporter le système Terre demain et quels aléas est-ce qu'il va générer. Ce qui est quand même un pari assez risqué, puisque aujourd'hui, on est tout le temps devancé par des événements auxquels on n'aurait jamais pensé. Je pense à Lytton, il y a 2 ans au Canada, je pense aux températures qu'on a eues en Antarctique aussi l'an dernier, qui n'étaient absolument pas prévues, que ce soit dans n'importe quel modèle, parce que tout simplement, la réalité aujourd'hui dépasse le modèle mathématique. Donc en effet, gros risque, premier risque en fait, hein, nous on a qualifié ça de premier effondrement dans notre étude, un effondrement cognitif, quoi, de la base de connaissances, du socle de connaissances des assureurs.
et qui est très problématique parce que ça va sans doute les amener à sous-provisionner certaines protections et à sous-tarifer aussi certains produits d'assurance, notamment l'assurance habitation en effet. Donc très problématique. Ouais. Ah, je t'ai perdu, Cyrus. Je crois que tu as coupé ton micro. Oui, je reviens sur la méthode qui a permis de produire cette étude. Alors, vous avez fait de l'analyse bibliographique de tout un tas de sujets, enfin, dont le rapport du GIEC, et il y a une bibliographie assez riche à la fin. Vous avez recueilli le témoignage d'une trentaine de professionnels de l'assurance, c'est ça? Et vous C'est les ça. citez anonymement, mais voilà, le livre est plein de témoignages qui sont assez pertinents, qui montrent que ça cogite dans ce monde-là. Euh, et en effet, alors l'étude est structurée ainsi. Donc, une première moitié, l'effondrement des régimes assurantiels, une deuxième moitié, les régimes assurantiels de l'effondrement. Et dans cette première moitié, effectivement, premier effondrement quand le risque devient incalculable, et on vient d'en parler. Deuxième chapitre, quand le coût devient insupportable. Et troisième chapitre, quand le sinistre devient ingérable. On va en parler. Juste, je voulais dire, l'étude, je pense, parle aux à plein de niveaux de connaissance du sujet. Même si vous ne connaissez absolument rien au domaine de l'assurance, c'est tout à fait accessible et ça fait beaucoup de pédagogie sur comment aussi fonctionne ce secteur. Et lorsqu'on est déjà spécialiste du domaine de l'assurance, ça remet un peu les idées en place, mais aussi ça permet de se plonger dans pas mal de problématiques avec, à nouveau, de manière assez vivante et immersive. Donc vraiment, ça parle à toutes sortes de niveaux de lecteurs. Peut-être si on poursuit, hein, tout simplement, sur ce deuxième effondrement, quand le coût devient insupportable, est-ce que tu peux donner des exemples? Ouais, ben, en effet, on l'a vu, hein, il y a beaucoup de littérature donc, qui montre, notamment la littérature du GIEC, hein, qui montre que plus on se dirige vers un monde à plus 2, plus 3, plus 4 degrés, plus les aléas extrêmes vont être de plus en plus intenses et de plus en plus fréquents. Donc ça veut dire assez concrètement plus de catastrophes naturelles et donc plus de dommages et plus de sinistres en fait à rembourser pour les assurances. Donc voilà, le mécanisme est assez simple. Et on parle vraiment pas de chiffres comme plus 10, plus 20% qui pourraient être absorbés. En fait, on parle vraiment de trajectoires, là encore, qui sont complètement en rupture de mémoire, hein, mais on parle aujourd'hui d'un nombre de catastrophes qui, tous les ans, serait augmenté, je crois, par 4, et le coût de la catastrophe qui, lui, serait multiplié par 2. Donc voilà, on voit qu'en effet plus intense et plus aussi fréquent. Je crois qu'en France, voilà, entre des années 1980, 1990 et aujourd'hui, on parle d'un coût du sinistre qui a été multiplié par 3. On parle d'événements aujourd'hui qui sont tellement intenses qu'ils vont provoquer des sinistres équivalents à 2-3 milliards d'euros de réparation en France. Hein. Je crois que le sinistre le plus coûteux a eu lieu en Allemagne, justement, les événements dont tu parlais, les inondations en Allemagne qui ont coûté, je crois, 12 milliards d'euros. Donc, on parle vraiment de chiffres qui sont colossaux, sachant que ces chiffres, en général, n'intègrent que la partie des biens assurés, qui représenterait donc 40 à 50% du total des biens en fait qui ont été touchés par l'assurance. Donc, ces chiffres qui sont déjà colossaux cachent sans doute aussi une partie de la réalité, ce qui est intéressant d'avoir en tête. Hmm. Pour aussi faire, je sais pas si recouper les deux premiers chapitres, donc un risque qui devient incalculable et un coût qui devient insupportable, parce que moi aussi en ce moment je parle un peu avec des acteurs du monde des assurances qui sont parfois, alors pas catastrophés, mais assez, cash sur le fait que même à plus de degrés déjà, en grande partie le monde devient inassurable. Il y a une problématique, si je comprends bien, qui est que ce serait un peu paradoxal d'assurer contre un risque qui est en fait quasi certain. Je m'explique. S'il y a quasiment tous les ans des catastrophes agricoles ou des sécheresses ou des canicules qui usent le bâti, normalement on assure contre un risque qui a une certaine probabilité. Mais si ça survient tous les ans, ce n'est plus de l'assurance. Donc là, ça ne s'assure pas, c'est ça? Ouais, c'est marrant parce que c'est vraiment sur cette base-là, c'était ce que tu racontes, c'est vraiment la base de notre réflexion, c'est ce qui a mené à cette étude. Et en effet, pour assurer un risque, il faut qu'il y ait un aléa. Donc, il faut que ce risque puisse se réaliser ou puisse ne pas se réaliser. Et on s'était dit, ben voilà, dès lors qu'un champ va être touché par une sécheresse tous les ans, il n'y a plus d'aléas, donc il ne peut plus être assuré. En l'occurrence, il y a peu
d'exploitations agricoles qui sont assurées aujourd'hui en France. Je crois que c'est à peine 30%, ce qui est un sujet en soi. Mais pareil pour une maison, voilà, si elle est touchée tous les ans par une submersion marine qui est en fait une submersion côtière qui revient chaque année, est-ce qu'elle peut encore être assurée ou non? Et donc, dans ce nouvel état qu'est le monde, est-ce qu'on peut assurer? Et donc, est-ce qu'on peut assurer un monde qui s'effondre? C'est vraiment comme ça qu'est née cette problématique et cette étude. Euh, sur le troisième chapitre qui est quand les sinistres deviennent ingérables, ça aussi, ça interroge le métier d'assureur, éventuellement, je sais pas, doivent aussi s'impliquer au niveau des secours, limite. Alors, vous prenez l'exemple de l'ouragan Katrina et du fait qu'on était dans un de ces événements, où vous citez d'ailleurs Patrick Lagadec Mm. sur les risques hors cadre, ou avec la survenue d'événements qui sortent de tous les protocoles qu'on avait pu imaginer. Et donc, tout ce qu'on avait savamment orchestré pour les risques de ce type, plus rien n'était valable sur le moment. Et donc, ça appelle à repenser totalement notre manière d'intervenir. Euh, Entre autres, en se reposant par exemple davantage sur le savoir populaire et l'implication des populations locales. Tu en parleras mieux que moi, mais Mm, c'est pour mm. dire un peu ce nouveau régime de risque à quoi il ressemble, c'est-à-dire on va vers de l'inédit de plus en plus fréquemment, et donc on peut pas difficilement prévoir tous les épisodes inédits imaginables, quoi. Mm. Ouais, en fait, dans ce chapitre, on a voulu s'intéresser à l'assurance non pas comme un simple dédommageur qui vient à la fin d'un sinistre dédommager un sinistre et compenser financièrement, mais aussi s'intéresser à l'assurance comme un acteur de la gestion du sinistre et de la chaîne de gestion du sinistre. Puisque voilà, l'assureur vient expertiser, il vient sur place, il apporte une aide d'urgence, il apporte un accompagnement psychologique aussi parfois, ou de réparation en tout cas matérielle, mais aussi mentale aux personnes qui ont été touchées par un aléa naturel. Donc on voit que l'image de d'autres corps de métier comme les pompiers, les forces de l'ordre, etc. En fait, les assureurs font partie d'une certaine manière de cette chaîne de gestion de sinistres et donc eux aussi sont pris à défaut par des événements, comme tu disais, hors cadre, des situations qu'en fait on ne pouvait pas imaginer parce qu'il y a un certain nombre de réactions en chaîne qui vont se produire, parce que, encore une fois, les sinistres vont être beaucoup plus intenses que ce qui était anticipé. Donc sur place, on assiste à des choses qui en fait sortent des schémas mentaux que nous avons traditionnellement, et donc on est incapable d'y apporter une réponse opérationnelle puisque les scripts qu'on a écrits par avance sont devenus complètement caducs. Donc ici, on parle en effet de comment, de cette problématique de laisser davantage de place à l'improvisation, entre guillemets, bon, improvisation qui serait bien sûr guidée par des principes moraux, par des réflexes, par de la formation, etc. Et de se dire comment est-ce que les gestionnaires de sinistres, donc qui sont ce métier qui se rend sur place assez vite après la survenance, comment est-ce qu'on fait pour que ces personnes-là soient équipées pour faire face à ces situations, accompagner au mieux les personnes sinistrées, et comment est-ce qu'on fait aussi pour prendre soin de ces gestionnaires de sinistres qu'on a rencontrés et qui nous disaient aussi que c'était un métier qui devenait de plus en plus difficile, puisqu'ils assistaient, je les cite, mais parfois à des scènes de guerre en fait. Ils avaient l'assentiment d'assister à des scènes auxquelles ils n'étaient pas préparés. Et d'un point de vue mental, émotionnel, etc., il s'agit aussi d'accompagner ces métiers-là. Et là, on parle du coup de reconfigurations qui ne sont pas forcément les plus évidentes quand on parle du métier de l'assurance, mais qui sont tout aussi cruciales. Très bien. Euh, Toi, quel est ton sentiment quand même après avoir maintenant interviewé aussi des dizaines de professionnels du monde de l'assurance et aussi en ayant interagi avec les clients, mais avec ton client, parce que est-ce que tu sens que voilà, les assureurs préparent un retrait massif de certains territoires ou de certains biens qui deviennent inassurables? Quand je dis ça, c'est pas dans la deuxième moitié de ce siècle, mais voilà, dès les prochaines décennies. J'ai donné Mm. un autre exemple. On a parlé de pas mal de phénomènes, retrait gonflement de sol argileux. Alors, il y aura des écoulements de terrain aussi, il y a des risques côtiers, mais aussi dans les terres, on a construit quand même pas mal de maisons sur des zones assez inondables. Mm. J'imagine qu'on se disait à l'époque, bon, c'est pas bien grave, ça survient de temps en temps, sauf qu'on a construit dans des zones inondables qui vont être de plus en plus fréquemment et de plus en plus intensément inondées. Et ça, on parle de territoires entiers, et on a déjà des exemples aujourd'hui. Donc, Vallée de la Roya, je pense même pour les maisons qui n'ont pas été sinistrées,
par la répétition des catastrophes, voilà, elles sont difficilement assurables. Là, bon. Voilà, une fois qu'on a donné ces exemples, quelle est la tendance chez les assureurs que tu as pu sentir au regard de tous les constats que tu as dressés là, dans cette première partie de l'étude? Pour moi, il y a deux tendances en fait qui se dessinent et qui sont d'ailleurs deux mouvements assez contradictoires. Et on a rencontré des acteurs, notamment issus de nos partenaires qui ont un ADN mutualiste très fort, qui va consister, une position qui va consister à dire que, certes, il est de plus en plus difficile de répartir le risque équitablement, mais il faut que ça soit quand même notre priorité et il faut qu'on arrive à avoir une large communauté d'assurés dans laquelle on va répartir le risque de façon plus ou moins égale. Donc ça, c'est vraiment cette position de la mutualisation du risque qui est extrêmement importante, qui est en fait technique, mais qui est aussi en fait relativement politique et sociale. C'est une question qui dépasse des questions techniques d'actuariat et de répartition du risque. C'est une vision du monde en fait qui est communiquée à travers cette politique-là de mutualisation. Donc ça, c'est un premier mouvement qu'on voit. Et à l'opposé, on a un autre mouvement qui va consister à en fait, faire payer le risque plus cher aux personnes qui sont plus exposées et donc à faire des opérations de segmentation de portefeuille, à sortir certains risques de son portefeuille, comme tu le disais, donc en cessant d'assurer certains risques, ce qui peut être fait de façon très claire ou ce qui peut être fait de façon aussi un peu plus permissive en augmentant le prix ou en tellement qu'il devient inaccessible, que le contrat d'assurance devient inaccessible ou en mettant des conditions d'accès au contrat qui aujourd'hui ne sont plus possibles pour personne. Et donc voilà, on a ces deux dynamiques qui communiquent, qui appartiennent aussi à des acteurs un peu différents sur le marché, parce que c'est un marché qu'on voit souvent comme un bloc, mais il y a quand même des segments en fait dans le marché de l'assurance assez différents entre les acteurs mutualistes que j'ai cités, des acteurs plus traditionnels, internationaux, plus globaux, etc. Il y a aussi la population des banques et assureurs qui raisonnent sur ces sujets de façon un peu différente. Donc voilà, il y a ces positions-là qui existent et qui appartiennent à des acteurs un peu différents. Et ce qu'on voit en fait, c'est que cette opposition, elle rentre en conflit assez fort, puisque si un assureur demain segmente son portefeuille et qu'il sort certains profils de risque de son portefeuille, c'est ce profil de risque plus élevé, de fait, va être repris par un acteur mutualiste dont le portefeuille sera dégradé, et donc ce qui rendra sa position de mutualisation encore plus difficile à tenir. Donc on voit qu'en fait, les profils de risque communicants, la position de la segmentation fragilise la position de la mutualisation, et donc ça la met d'autant plus en tension aujourd'hui. Mais inversement, en espérant ne pas dire de bêtises, si un acteur mutualiste commence à dire à ses clients peu risqués, bon écoutez, certes, vous n'êtes pas trop risqué, mais pour être sympa et solidaire envers ceux qui sont à haut risque, on va augmenter votre prime. Vous dire, bah ouais, vous êtes bien gentil, je vais aller chez le mec d'à côté qui fait partie du Complètement. groupe 2 que tu évoques. Lui, il va pas me faire m'augmenter ma prime, il se sera conforme au risque que je représente. Je sais pas, je pense que tu en parles d'ailleurs dans ton livre Mm de -hmm. ce mouvement-là aussi. Complètement. Complètement. En fait, le fait qu'il y ait une position concurrentielle entre acteurs de l'assurance et le fait aussi que le marché ait été relativement déréglementé, que voilà, changer d'assureur est quelque chose de plus en plus facile à faire, alors que ce n'était pas forcément le cas il y a quelques années encore. Ça facilite ces mouvements-là et ça déstabilise d'autant plus les positions de mutualisation. Donc, c'est vrai que ce qui se dessine, et puis de l'aveu aussi des acteurs mutualistes qu'on a interviewés, c'est que cette position de répartir le risque de façon la plus équitable possible, elle devient aujourd'hui difficile à tenir, d'une part parce que le risque augmente et d'autre part parce que on est dans une position concurrentielle qui rend cette politique délicate. Donc c'est assez compliqué, sachant que tout ça intervient dans un contexte global d'augmentation des prix de l'assurance et d'augmentation des primes récoltées, puisque les assureurs veulent pouvoir se couvrir de la hausse des coûts que j'ai cité un peu plus tôt. Et donc, on voit que l'assurance habitation, le contrat d'assurance habitation est plus cher aujourd'hui. Je crois qu'il a augmenté de 3% en moyenne sur ces dernières années. C'est plus que les autres contrats. Et on voit que ce contrat-là, en fait, va devenir un poste de budget plus important aujourd'hui dans les ménages. Et je crois que c'est un réassureur, une personne de Munich Re, donc qui est un réassureur, qui disait en fait le coût de l'assurance habitation pourrait demain devenir un problème social si on continue le schéma actuel qui consiste à récolter des primes pour couvrir des sinistres.
C'est pas un schéma indépassable, mais si on continue comme ça, le prix de l'assurance habitation pourrait vraiment exploser ces prochaines années. Alors, ça fait la transition entre la première et la deuxième moitié du livre. Donc, je rappelle, la première moitié, l'effondrement des régimes assurantiels, et la deuxième moitié, les régimes assurantiels de l'effondrement. Et en conclusion de la première moitié, vous proposez une expérience immersive, enfin, un scénario prospectif du monde d'après, où le résultat de un peu tout ce qu'on vient d'évoquer là, c'est une sorte de nouveau régime de protection sociale, une sorte d'assurance maladie, mais appliquée au monde des assurances, qui aura vu le jour. Donc en quelque sorte un scénario je sais pas, marxiste ou socialiste de l'assurance, où je cite un passage, donc c'est présenté sous la forme de l'interview d'une députée imaginaire qui a mis en place ce schéma de protection sociale assurantielle. Donc en 2030, un nouveau dispositif de protection sociale faisait son apparition dans la vie de tous les Français, le COPIN, avec deux P. Donc COPIN, contrat de protection publique contre l'anthropocène et les interférences de la nature. Ça fait travailler l'imagination. 5 ans après, c'est l'heure du premier bilan avec Camille Pinson, ancienne députée à l'origine de cette proposition et désormais coordinatrice du COPIN. S'ensuit quelques pages d'interview sur voilà, le bilan, etc. de ce COPIN. Est-ce que, oui, effectivement, c'est ce vers quoi on va pour équilibrer le système et éviter les, comment dire, les effets de bord qu'on évoquait tout à l'heure entre les deux mondes d'assurance où en fait ça marche pas, quoi. Mm. Bah, en tout cas, c'est un des scénarios qu'on imagine en effet, bon, sans présumer de sa faisabilité. Voilà, on n'est pas allé dans des calculs financiers pour comprendre dans quelle mesure c'était possible, etc. C'est juste un horizon qu'on ouvre avec ce copain et ouais, qui pourrait en fait fonctionner. Pourquoi pas demain, chacun disposer d'une sorte d'assurance habitation comme on a une assurance maladie et qui vient en fait nous garantir euh, une protection en fait finalement contre les aléas naturels dans la certaine limite d'un panier de biens ou d'un patrimoine. En fait, c'est ce qu'on propose aussi hein, dans cette interview. C'est qu'on puisse un peu, de la même façon de la santé, avoir un panier couvert, un panier de base couvert par ce contrat d'assurance habitation nationalisé, renationalisé en fait, et puis des complémentaires qui pourraient couvrir en fait le patrimoine additionnel ou les biens additionnels au-delà d'un certain seuil. Voilà, c'est cette articulation qu'on a voulu imaginer aujourd'hui, qui, euh, qui, de notre point de vue, est quelque chose de relativement souhaitable, hein, parce que même si c'est un chantier extrêmement ambitieux, en fait, ça vient proposer une protection et donc une sécurité, en fait, aux interférences qu'on connaît aujourd'hui. Et c'est pas la forme de l'assurance qu'on connaît aujourd'hui, mais par contre, on revient au sens premier de l'assurance, qui est en fait le sentiment de confiance, de sécurité aussi, qui aujourd'hui est apporté par des institutions assurantielles, mais qui demain pourrait être apporté par l'État dans le cadre d'un renouvellement aussi de l'État-providence. C'est aussi une opportunité, je trouve, pour l'État de renouveler un contrat social avec ses citoyens. Donc pourquoi pas en effet imaginer ce genre de piste. Oui, en termes de faisabilité, effectivement, c'est à étudier. Alors en termes financiers, après en termes physiques, c'est-à-dire on peut aussi imaginer un monde où le bâti s'écroule, ce qui est quand même coûteux, pas seulement d'un point de vue financier, mais à la limite, la finance, ce n'est qu'une convention, mais d'un point de vue énergétique, matériaux, on voit déjà aujourd'hui, voilà, le coût des rénovations devient important. Alors à la fois pénurie de main-d'œuvre et crise des matériaux, mais voilà, je tire un peu le trait, je me dis, tiens, dans les années 30, 40, 2030, 2040, quid si la tendance s'accélère et donc le coût de rénovation et donc de réparation des sinistres hein, serait important. Mais bon, on va pas être plus catastrophiste que déjà, il y a déjà du pain sur la planche. Écoute, non, super. Dans cette deuxième moitié, alors il y a deux sections où je pense que les auditeurs sont assez familiers, c'est très Bien sûr. intéressant. Les deux premières sections, donc la section Overshooting and Collapse qui reprend les logiques de rapport Meadows. On va pas développer maintenant, c'est quand même ça se lit très bien, mais c'est pas forcément au centre de voilà. Il y a un deuxième
Une deuxième section, les couleurs de l'effondrement, à quoi ça pourrait ressembler, plutôt brutal, plutôt progressif, etc. Là aussi, les auditeurs peuvent lire dans le détail. Là, la spécificité, je pense, de cette étude, bah, c'est l'assurance dans un monde effondré. Et là, alors, on part dans beaucoup d'imaginaires assez pertinents. Je sais pas, il y a des schémas type retour de seigneurie locale où un notable du coin euh, place sous sa protection les populations plus démunies en leur fournissant une assurance. Vous vous inspirez aussi beaucoup de peuples entre guillemets, autochtones et comment fonctionnent des régimes assurantiels enfin, dans des peuples plus traditionnels. Je sais pas comment je sais pas tout ça. Peut-être voilà, je te laisse développer, tu le feras mieux que moi, mais là c'est vraiment la partie où on laisse libre cours à l'imagination sur au-delà de l'État qui place tout le monde sous sa protection, donc le schéma copain, on peut imaginer Mhm. beaucoup d'autres schémas assurantiels dans ce monde qui s'écroule. Mm. Ouais, donc en effet, là, l'idée, c'était de poser l'hypothèse d'un monde qui s'est effondré. Donc cette fois-ci, vraiment au sens, en effet, plus classique, hein, on va dire, donc du grand effondrement global, etc. Donc on s'est demandé, bah, en fait, comment est-ce qu'on vit dans ce monde-là? Et il y a beaucoup de travaux qui en parlent déjà. On se base notamment sur certains écrits d'Yves Cochet ou sur certains écrits de l'Institut Momentum aussi dans sa prospective sur le Grand Paris après l'effondrement. Et en fait, c'est vrai que dans ces écrits, on parle beaucoup de comment est-ce qu'on se déplace, comment est-ce qu'on se nourrit, comment est-ce qu'on se loge, etc. Et on a voulu apporter une pierre un peu supplémentaire à cet édifice-là, qui est de se dire comment est-ce qu'on se protège aussi en fait dans ces mondes qui sont effondrés, parce que le risque ne disparaît pas en fait. Certes, la structure sociale telle qu'on la connaît, économique, politique, a changé, mais le risque, lui, reste le même. Le risque alors, on peut parler de risque entre personnes, mais le risque naturel, c'est celui qui nous intéresse ici, ne disparaît pas, bien au contraire, puisque du fait de l'inertie du système Terre, ben, en fait, voilà, les aléas naturels continuent à se déchaîner quoi, dans ce monde effondré. Donc, comment est-ce qu'on se protège de tout ça? Et donc, ce qu'on essaie de faire dans cette partie, en effet, c'est comme je disais tout à l'heure, de comprendre que les institutions assurantielles ne sont qu'une façon de se protéger et qu'il y en a plein d'autres et que dans l'histoire, en fait, et on se base aussi sur les écrits de François Ewald, qui est philosophe, pour parler de ça, mais dans l'histoire, il y a eu plein d'autres façons de se protéger, de se sentir en sécurité. À une époque, quand on était sur les bateaux en pleine tempête, en fait, on priait pour se sentir en sécurité. Il n'y avait pas d'assurance institutionnelle comme ça, mais c'était une façon en fait de le faire. Et on ne préfigure pas que c'est une bonne chose ou pas, mais on dit juste que c'est des options possibles de reconfiguration de comment est-ce qu'on se sent protégé demain. Donc voilà, c'est ça qu'on essaie de faire. Et en effet, dans une partie plus prospective, plus fiction, on met à disposition plusieurs témoignages de personnes qui vivraient et qui se protégeraient différemment. Donc tu l'as cité, en effet, il y a une sorte de nouveau système de mécénat qui pourrait exister avec des personnes plus riches qui en effet proposent leur protection à des personnes plus démunies. On imagine aussi ce que pourrait être un système de grenier d'abondance qui en fait consiste aussi, enfin qui consiste en un système de protection quelque part, le fait de stocker comme ça de la nourriture collectivement et de décider collectivement de son utilisation, c'est aussi une façon de se protéger contre les aléas de la vie, les aléas naturels. On imagine des personnes aussi qui vivent plus dans une logique de vivre avec les aléas et qui acceptent en fait ce cycle de destruction, reconstruction, parce que les habitats ne sont pas les mêmes, les habitudes de vie ne sont pas les mêmes. Oui. Et donc Vous ça parlez rend ce de cycle-là beaucoup plus possible. Charlie, un brasseur nomade. Donc il fait de la bière et il vit de manière nomade et il va là où il faut aller et il part de là dont il faut partir. Sans aucune Exactement. assurance, je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça. C'est ça, de fuite vers l'avant un petit peu en fait, le fait de vouloir esquiver les aléas extrêmes si c'est possible, bien sûr, mais qui va se déplacer comme ça sur le territoire au gré en fait des saisons et au gré de la probabilité que certains événements soient trop violents pour habiter à tel endroit, à tel moment. Donc voilà, c'est ces scènes-là qu'on essaie d'imaginer dans cette deuxième partie, en effet. Hmm. Oui, pour revenir sur la partie grenier d'abondance, association que l'on salue d'ailleurs, nos amis des greniers de l'abondance. Effectivement, ils ont créé une espèce de système mutualiste où les agriculteurs mettent en commun leurs stocks, voilà, sont solidaires les uns des autres en cas de catastrophe. Bon, c'est des systèmes finalement assez anciens aussi qui reviendraient au goût du jour. Complètement. Complètement, c'est des systèmes
qui sont pas, en effet, ils sont pas nouveaux. Enfin, on sait comment on s'assurait avant aussi, avant l'apparition des compagnies d'assurance. Donc, on sait que c'est possible. Et, voilà, ce qu'on dit aussi, c'est qu'il y a sans doute que sans doute la solidarité va peut-être aussi se reterritorialiser, se réancrer en fait dans un écosystème peut-être territorial plus restreint, avec des solidarités à l'échelle d'une commune, à l'échelle d'un département, d'une biorégion, mais peut-être pas à une échelle aussi large que les échelles mondiales en fait dont on parle aujourd'hui, puisque voilà, quand on s'assure quelque part, il y a des systèmes de réassurance. Voilà, on parle de flux qui aujourd'hui sont complètement internationalisés. Et donc, comment est-ce qu'on revient à quelque chose de beaucoup plus territorial, avec donc des ensembles de solidarité, des communautés de destin qui sont par définition aussi sans doute plus solidaires, parce que plus de sentiments d'appartenance à cette communauté de destin. Donc, c'est ça qu'on essaie d'imaginer. Ouais. Mm. Non, très, très pertinent pour moi-même aussi en tant que consultant réaliser ce type d'exercice de prospective stratégique auprès de clients. Et je l'enseigne aussi à l'EM Lyon en partenariat avec des entreprises qui co-enseignent le cours avec moi. J'ai tendance à constater que c'est vraiment un exercice pertinent pour susciter de la réflexion, explorer des avenues jusqu'alors peu explorées, se challenger en se projetant sur des horizons de temps, pas forcément non plus 50-100 ans, là on parle de 20-30 ans, voire avant, et ça interroge sur beaucoup d'aspects, et on sent que les entreprises sont aussi, quel que soit leur secteur d'activité, sont un peu dans cette période où beaucoup de certitudes sont remises en cause, voilà, par rapport à quand je suis rentré sur le marché du travail il y a une vingtaine d'années. Il y a pas mal de certitudes qui se sont, à minima, érodées, pour ne pas dire écroulées. Comment on réagit justement tes donneurs d'ordre et aussi les interlocuteurs du monde de l'assurance à tous ces enseignements et ces perspectives? Parce que, alors, je pense qu'ils t'ont pas pris pour un fou, parce que tu dis, bon, bah voilà, ils sont quand même ouverts d'esprit. Bon. Mais au final, on en conclut, bah zut, entre le copain là ou le public qui nous prend une grosse part du truc, entre l'auto-assurance, entre les petites communautés locales et les seigneurs, les riches marchands locaux, enfin, notre marché est divisé par 10. Enfin, on va mourir, quoi, nous assureurs, non? Ouais, mais ça pose en effet beaucoup de questions sur le rôle en fait des deux partenaires en fait, et puis de toutes les compagnies d'assurance en général. Donc, comme tu disais, les portraits qu'on brosse dans la partie du monde effondré, c'est absolument pas des recommandations en se disant il faut que le monde assurantiel se transforme vers cette direction. C'est plus en effet quelque chose qui est censé susciter, on va dire, la réflexion, qui est là pour provoquer en fait et pour déclencher, pour décadrer en fait la réflexion, plus exactement. Et je pense que c'est exactement ça ce qui a pu se passer chez nos partenaires. Donc, cette prise de conscience qu'en fait, au-delà de tout ce qu'on décrit, leur rôle va profondément évoluer ces prochaines années et c'est nécessaire. Et il y a d'autres régimes d'assurance, d'autres régimes de protection, de solidarité à inventer. Donc ça, je pense que ça a été la principale vertu de ce document. Et on voit dans l'écho qu'il a pu trouver sur certains réseaux aussi, certaines personnes qui sont emparées, qui n'étaient pas forcément partie de nos partenaires à la base, mais qui l'ont relayé, que ça pose des questions en fait. Ça pose des questions sur le rôle en fait, donc comme je disais, et notamment dans une partie, on parle du rôle que l'assurance pourrait avoir dans des régions de France comme les littoraux, de se dire en fait, aujourd'hui il y a ce réflexe qui est de considérer que l'assurance n'intervient qu'après un sinistre. Et donc, on questionne ça justement dans ce document en se disant, en fait, elle pourrait peut-être aussi intervenir avant le sinistre pour l'éviter complètement et en allant au-delà de ce qui est fait aujourd'hui, à savoir des techniques de prévention. Et typiquement, comment est-ce que l'assurance peut s'impliquer dans le recul des activités littorales vers l'intérieur des terres pour éviter en fait que leurs assurés soient touchés et pour donc éviter à la fin de payer des dédommagements. Donc, c'est les premiers intéressés à faire ça. Donc, je pense que ce genre de questionnement de rôle, il a été plutôt bien reçu, mais c'est pas évident à recevoir aussi parce que ça engage une transformation très profonde des métiers, des savoir-faire, des flux financiers, des objectifs en fait, de la raison d'être même en fait de nos acteurs. Et puis on a voulu aussi donc ouvrir sur des nouvelles techniques en fait et ouvrir aussi les consciences de nos partenaires à d'autres façons de faire leur métier, mais qu'ils avaient déjà aussi en tête, sur le fait par exemple d'avoir des régimes de solidarité qui ne soient pas que financiers. Mais voilà, comment est-ce qu'on apporte une aide à des personnes sinistrées qui n'est pas que financière,
avec la mise à disposition de main-d'œuvre, avec la mise en disposition de matériaux de reconstruction, de savoir-faire, de coordination d'efforts locaux pour reconstruire certaines choses, etc. Donc là, il y a un rôle aussi à trouver. Et puis aussi dans le même ordre d'idées, mais voilà, comment est-ce que le copain, voilà, qui est aujourd'hui un élément fictif en effet, mais peut donner des idées de collaboration entre la puissance publique et aujourd'hui un assureur mutualiste, ou de collaboration entre plusieurs acteurs mutualistes qui en fait ont tout intérêt aujourd'hui à s'allier aussi autour de nouveaux schémas. Donc c'est ça qui a été ouvert, je pense, comme champ de réflexion chez nos différents partenaires et qui peut s'ouvrir aussi donc, chez d'autres acteurs de l'assurance. Très bien, bah, écoute, non, merci Joseph. Je vois pas trop d'autres questions à te poser. Enfin, on a fait un tour de bout en bout de l'étude que, à nouveau, je recommande de parcourir, bien prendre le temps. Elle est plutôt courte, hein, c'est une centaine de pages aérées. Et à nouveau, c'est assez vivant et assez immersif. On alterne entre plein de formes de contenu. Et donc, félicitations. Plus généralement, l'activité, peut-être pour conclure là-dessus, l'activité de ton cabinet et la question de la redirection écologique, quels sont d'autres secteurs d'activité avec lesquels vous aimeriez travailler, et puis pour parler de quoi et pour les rediriger vers quoi? Ouais. Donc en effet, Accident Virgule, on est un cabinet de redirection écologique. On essaie de faire vivre ce concept, cette approche qui a été développée par Origins Media Lab. On le fait via des études, donc comme celle dont on vient de parler. On le fait aussi via des missions de conseil. Typiquement, voilà, dans un groupe de la mode, par exemple, c'est quoi aujourd'hui les incompatibilités qui existent entre un modèle classique de confection textile et l'anthropocène. Voilà, qu'est-ce qui va se passer au milieu de ça? Comment est-ce qu'aujourd'hui, le réchauffement, le fait que cultiver du coton va être de plus en plus compliqué à certains endroits du globe, voilà, comment est-ce que ça reconfigure, ça va reconfigurer en tout cas complètement l'échelle de production. C'est le genre de questions qu'on a envie de se poser aujourd'hui pour réorienter, pour rediriger encore une fois les modèles d'affaires des entreprises. Et voilà, ça ouvre plein de champs d'activité. Sur la question de l'assurance, on aimerait bien aussi continuer en fait notre étude qui peut trouver plein de prolongements, faire certains zooms en fait d'enquête sur la question de l'assurance agricole par exemple, sur la question des littoraux aussi dont on a parlé, savoir comment est-ce que demain on organise ce recul stratégique des activités humaines au sein du territoire pour libérer les littoraux qui sont devenus des zones trop risquées. Je pense que c'est un sujet qui est passionnant et qui est nécessaire aujourd'hui d'être posé. Donc voilà, ça fait partie des pistes qu'on aimerait creuser à l'avenir. Oui, non, mais je trouve ça intéressant aussi cette tendance d'entreprises qui recrutent des consultants pour pas les caresser dans le sens du poil, pour leur dire soit vous allez vous effondrer ou alors ce que vous faites est à 90% incompatible avec le monde de demain. Bon, je pense que c'est moins le cas des assurances, mais même si on a dit que quand même il y a beaucoup de tendances qui, Mm. alors ils sont pas du mauvais côté de la barrière forcément, mais même si quand même non. Il y a une citation qui m'a marqué en disant ah ben ça on n'en a pas parlé. Ah bah tiens, je tombe pile sur la bonne page. Le bien assurance, selon les sociétés et les époques, n'est pas offert par les mêmes techniques, les mêmes institutions. Ah non, zut, c'est pas ça, pardon. Je tombe- J'avais la même tête. Non, C'est non, pas la non, bonne. l'idée étant, je vais retrouver la citation peut-être ou pas, mais l'idée étant que... Ah bah voilà. Oui, c'est bon, j'ai trouvé. Habitué à être une force de maintien du monde dans un état initial, l'assurance pourrait devenir un agent de la fermeture et de la ruine. Je pense, l'idée étant, bon, l'assurance est quand même en grande partie aussi un domaine qui maintient le business as usual, bah, à assurer des activités qui ne sont pas soutenables, mais qu'elle pourrait aussi devenir justement une force de changement. Ouais. Ouais, c'est ce qu'on a voulu dire avec cette citation. En effet, enfin, comme tu dis, l'assurance, elle est aujourd'hui au cœur du système organisé, enfin, du monde organisé tel qu'il existe. Donc, en effet, via ses flux financiers, via ses investissements, via ses contrats d'assurance. Et puis, en fait, même techniquement, le but premier de l'assurance, c'est d'avoir quelque chose qui est dégradé et de le remettre à un état initial, quoi, via une compensation financière et ensuite une reconstruction. Donc, c'est vraiment un agent du statu quo, en fait, mais sans forcément que ça ait une connotation très négative. Mais aujourd'hui, voilà, ça maintient le monde dans un état, c'est un mainteneur, en fait, quoi.
Et ce qu'on a voulu dire, c'est que demain, via plutôt des opérations de désinvestissement ou de désassurance, eh ben, l'assurance pourrait aussi devenir un agent de la fermeture. Donc voilà, on en a beaucoup parlé pour des projets comme EACOP, par exemple, ce projet d'oléoduc de Total en Ouganda ou en C'est Tanzanie ça, plutôt. Ouganda. Ouganda. Voilà, ce projet aujourd'hui, beaucoup d'assureurs ont fini par s'en sortir, que ce soit en désinvestissement ou en désassurant, mais je crois qu'il va quand même trouver un assureur. Donc, voilà, l'assurance va faire partie à nouveau de ce maintien du monde. Et en désassurant, si tout le monde se met demain autour de la table et décide collectivement de ne plus assurer ce projet, ça ne veut pas dire qu'il ne se fera pas, parce que je pense qu'aujourd'hui, un acteur comme Total a les capacités de s'auto-assurer aussi sur certains projets d'infrastructure. Mais en tout cas, ça rendra les choses beaucoup plus compliquées pour eux. Et donc voilà, dans cette optique-là, on se demande qu'est-ce qui se passe dès lors que l'assurance décide d'assumer un rôle de fermeture. Et ce qui revient en fait, ce qu'on aime bien dire, c'est que ça revient à déplacer en fait le soin du maintien, qui aujourd'hui, on parle du maintien du monde organisé, quoi, de ses infrastructures, de ces réseaux, etc. Et qu'est-ce qui se passe dès lors que ce soin du maintien, il est déplacé plutôt sur l'habitabilité du monde. Et donc, en fait, si demain, l'habitabilité du monde devient le principal facteur de préoccupation des assurances, voilà, qu'est-ce qu'elle fait là-dessus? Et donc, ça pose des questions après encore plus prospectives. Mais voilà, est-ce qu'on peut demain assurer un fleuve pour s'assurer que le fleuve, une fois pollué, en fait, s'assure de revenir dans un état initial? Est-ce qu'on peut assurer comme ça des entités naturelles? Et ce serait un bon révélateur du déplacement de ce soin, justement, des infrastructures des infrastructures industrielles au système Terre, en fait. Très intéressant. Après, qui paierait la prime d'assurance pour le fleuve? C'est une grande question. C'est une grande question. Oui, en tout cas, déjà, Ouais. la question que tu soulèves est intéressante et en soulève plein d'autres. Et effectivement, ce serait signe de transformation du monde si on voyait émerger une chose comme ça. Ce serait plutôt oui, positif, c'est-à-dire qu'on prend soin du bon état des masses d'eau et des fleuves. Bon. Écoute, super Joseph, non, et vraiment bravo encore. Je pense qu'on peut s'en tenir là. On a fait un bon tour. Je vois pas d'autres questions à poser là tout de suite. À nouveau, il viendra encore plus d'idées pour les auditeurs qui liront ça et c'est aussi des schémas de pensée, une manière de poser les choses qui est transposable à bien d'autres secteurs d'activité ou bien d'autres problématiques. Écoute, merci beaucoup Joseph. À vous qui écoutez, n'hésitez pas à réagir. N'hésitez pas à nous contacter aussi pour prolonger la discussion sur les sujets qu'on a abordés. Enfin, notamment si vous êtes du domaine des assurances, contactez plutôt Joseph pour prolonger l'échange. Et puis à bientôt Joseph. Merci beaucoup, Cyrus. À bientôt.